Chaque mot que vous dites, chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous montrez et chaque centime que vous dépensez construit la personne que vous êtes. Pas ce que vous dites être, pas ce que vous aimeriez être, mais ce que vous projetez réellement au monde. La plupart des gens vivent sans contrôle sur eux-mêmes, pris dans un cycle d'impulsion et de regret. Ils parlent sans réfléchir, laissent leur esprit les intoxiquer, se noient dans des émotions faibles et gaspillent ce qu'ils ont sans mesurer les conséquences. Et quand le monde ne les respecte pas, ils s'indignent, comme si le respect était un cadeau et non quelque chose à gagner. La maîtrise de soi est ce qui sépare les forts des faibles. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni d'intelligence. Il s'agit de contrôler sa bouche avant de dire quelque chose que l'on regrettera plus tard, de former l'esprit comme un soldat, sans le laisser devenir un ennemi, de dompter les émotions avant qu'elles ne ruinent les relations, les opportunités et les décisions, de gérer l'argent avec stratégie, au lieu de le laisser dicter le cours de la vie. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ou le victimisme. Il ne s'agit pas de se sentir mieux, mais d'être meilleur. Et pour cela, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une arme. Il n'est pas fait pour les rêveurs qui espèrent que le monde les traitera bien, mais pour ceux qui sont prêts à s'imposer face à la réalité et à prendre le contrôle. Ce qui suit n'est pas de la théorie, c'est de l'entraînement. Hugun, répétez mentalement comment vous réagiriez en cas de crise avant qu'elle ne se produise. Un soldat ne se met pas à aiguiser son épée lorsque l'ennemi est déjà à la porte. Un navigateur n'attend pas que la tempête le frappe pour apprendre à manœuvrer son bateau. Mais dans la vie, la plupart agissent ainsi, improvisant au milieu du chaos, espérant que l'adrénaline leur donne des réponses qu'ils n'ont jamais entraînées. Et ensuite, lorsqu'ils échouent, ils blâment la malchance. Le chaos ne respecte ni les plans ni les humeurs. Il ne demande pas si vous êtes prêt. Il apparaît simplement et balaye tout ce qui n'est pas solide. Et lorsque cela se produit, la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de fragile est la préparation mentale. Il ne s'agit pas d'optimisme, ni de croire que tout passera. Il s'agit d'anticiper et d'entraîner l'esprit pour que, lorsque le feu arrive, la réaction ne soit pas la panique, mais la stratégie. La philosophie stoïcienne le rend clair. N'attendez pas que la vie soit facile. Ne supposez pas que tout ira bien. Au lieu de cela, répétez mentalement les scénarios qui pourraient se déstabiliser. Pensez aux insultes que vous pourriez recevoir, à la trahison de quelqu'un de proche, à l'échec d'un projet dans lequel vous avez mis tout votre effort. Imaginez que cela se produit, ressentez-le dans votre esprit et décidez, avant que cela n'arrive, comment vous allez réagir. Ne laissez pas la surprise dicter votre comportement. Si le coup arrive et que vous êtes prêt, c'est vous qui le contrôlerez, pas l'inverse. Les faibles attendent que la crise les frappe pour voir comment ils réagissent. Les forts ont déjà été là avant dans leur esprit des centaines de fois. Et lorsque la tempête arrive enfin, ils agissent avec le calme d'un chirurgien en pleine opération. Ils ne crient pas, ils ne paniquent pas, ils ne prennent pas de décisions stupides. Ils savent que le contrôle est le pouvoir, et le pouvoir ne s'improvise pas. Il se forme. Ce principe ne s'applique pas seulement en temps de crise, mais dans le contrôle de chaque aspect de la vie. Celui qui entraîne son esprit maîtrise ses paroles. Celui qui anticipe sa réaction évite d'exploser comme un enfant. Celui qui comprend les risques ne prend pas de décisions financières impulsives. Celui qui se voit sous pression avant qu'elle ne se produise développe une présence inébranlable qui impose le respect. Celui qui se prépare ne se plie jamais, et celui qui ne se plie jamais finit par dominer sa vie. 2. Élimine un mot de plainte de ton vocabulaire pour une semaine. Les mots ne sont pas seulement du bruit, ce sont des commandes qui façonnent ton état d'esprit et ton destin. Si tu parles comme une personne faible, tu penseras comme une personne faible, et tu agiras comme une personne faible. Et s'il y a quelque chose qui affaiblit plus que tout, c'est l'habitude de se plaindre. Les plaintes ne résolvent rien, ne te rendent pas plus fort, ne te rapprochent d'aucune solution. Elles ne servent qu'à une chose, justifier la médiocrité. La plainte est le refuge de ceux qui ont décidé d'abandonner sans l'admettre. C'est le cri silencieux de l'impuissance, une tentative pathétique de faire pitié au monde.
Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Personne ne te respecte pour te plaindre. Personne n'admire celui qui passe sa vie à dire que tout est injuste, qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans ce qu'elle affronte, mais dans la manière dont elle répond. Et la première réponse qui définit le caractère est le langage. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, commence par contrôler ce qui sort de ta bouche. Fais une expérience, choisis un mot de plainte et élimine-le pendant une semaine. Ne dis pas que quelque chose est impossible, ne dis pas que tu ne peux pas, ne dis pas que tu es fatigué, ne dis pas que c'est injuste. À la place, remplace la plainte par l'action. Si quelque chose est difficile, affronte-le. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le ou accepte-le sans drame. Si tu ressens le besoin de te plaindre, détends-toi. Respire, trouve une solution ou continue en silence. Cet exercice n'est pas symbolique, c'est une reprogrammation mentale. Parce que si tu ne peux même pas contrôler ce que tu dis, comment vas-tu contrôler autre chose dans ta vie? Les mots que tu choisis déterminent le niveau de respect que tu projettes. Parle comme quelqu'un qui est aux commandes, et peu à peu, tu commenceras à vivre comme tel. Les stoïciens le savaient bien. Se plaindre est une perte de temps et d'énergie. Ne gaspille pas de mots sur ce que tu ne peux pas changer. Ne nourris pas ton auto-apitoiement avec des phrases faibles. Parle avec la clarté et la détermination de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Et observe comment, en changeant ton langage, ton attitude change aussi. Les plaintes sont comme des trous dans la coque d'un bateau. Chacune d'elles permet de diminuer un peu plus ton potentiel. Bouche la fuite, une semaine sans plainte, action en solitaire, et tu verras ce qui se passe quand tu décides que le seul langage autorisé dans ta vie est celui de la force et de la solution. 3. Écris tes soucis sur un papier et déchire-le à la fin de la journée. L'esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des milliers de pensées le traversent comme des armées en guerre, certaines utiles, d'autres destructrices, mais la plupart ne sont que du bruit. Si tu ne les contrôles pas, elles te domineront. Elles te paralysent, te drainent de ton énergie, te plongent dans des soucis inutiles. Le pire, c'est que beaucoup d'entre elles ne sont même pas réelles. Ce sont des problèmes amplifiés par ton propre esprit, des scénarios catastrophiques qui n'arrivent jamais, des fantômes qui n'existent que parce que tu leur donnes du pouvoir. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois apprendre à le vider. Et l'une des méthodes les plus efficaces est d'écrire. Pas dans une tentative poétique de se défouler, pas avec l'intention de le relire plus tard et de se vautrer dans sa propre misère. Écrire pour libérer, pour lâcher prise, pour comprendre que la plupart de ce qui te préoccupe est sans importance. Et ensuite, à la fin de la journée, le détruire. Prends une feuille de papier. Note chaque chose qui te ronge de l'intérieur. Écris-le avec brutalité, sans filtre. L'inquiétude pour l'argent, la dispute avec quelqu'un, l'incertitude sur l'avenir, la colère contenue. Laisse tout sortir. Mais voici la clé. Ne le garde pas, ne l'analyse pas, ne le transforme pas en une collection de plaintes. À la fin de la journée, déchire-le, réduis-le en morceaux, brûle-le si nécessaire. Ce qui est écrit là ne mérite pas de t'accompagner le lendemain. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de lâcher prise sur ce qui ne sert à rien. Il n'y a aucun sens à s'accrocher à des pensées inutiles. Il n'y a aucun sens à se soucier de choses que tu ne peux pas contrôler. Écrire tes soucis et les détruire est une façon symbolique, mais brutalement efficace, de rappeler à ton esprit qui est le patron. Fais cela chaque jour, et tu remarqueras quelque chose d'étrange. Beaucoup de choses qui hier semblaient être la fin du monde te font rire aujourd'hui. Beaucoup des soucis que tu as écrits disparaissent sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et les quelques-uns qui comptent vraiment, tu les verras plus clairement. Sans le brouillard de l'émotion, sans la distorsion de la peur. L'esprit n'est pas fait pour être une poubelle de pensées toxiques. Il est fait pour penser clairement, pour prendre des décisions avec précision. Mais cela n'est possible que lorsque tu lui enlèves le poids mort de l'inquiétude inutile. Ne sous-estime pas cet exercice.
Il peut sembler simple, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour entraîner ton esprit. Écris, lâche prise, déchire, et continue avec la tête claire, parce que dans la vie, le seul fardeau qui vaut la peine d'être porté est celui qui compte vraiment. 4. Imaginez qu'un sage stoïcien évalue chacune de vos décisions. Imaginez ceci, chaque fois que vous parlez, quelqu'un vous écoute. Chaque fois que vous pensez à prendre une décision, quelqu'un observe. Pas un ami, pas un membre de la famille, pas un inconnu dans la rue. Un sage stoïcien, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par des émotions faibles, qui ne cherche pas de validation, qui ne gaspille pas son temps en trivialité. Il est là, sans dire un mot, jugeant en silence chacune de vos actions. Oseriez-vous vous plaindre devant lui? Lui donneriez-vous des excuses sur pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire? Lui diriez-vous que vous ne pouviez pas contrôler votre caractère, que vous avez dépensé de l'argent en stupidité, que vous vous êtes laissé emporter par l'impulsion du moment? Non, parce que dans son monde, les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actes. La plupart des gens vivent sans se remettre en question. Ils agissent par inertie. Ils disent la première chose qui leur vient à l'esprit. Ils dépensent sans réfléchir. Ils réagissent comme des enfants capricieux, comme si leur volonté était la seule loi qui existe. Mais quand vous mettez un filtre, quand vous imaginez que quelqu'un avec une véritable discipline et un autocontrôle vous observe, quelque chose change. Vous arrêtez d'agir comme un idiot impulsif et commencez à mesurer chaque mouvement. Ceci n'est pas un exercice pour prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est une méthode pour faire ressortir la meilleure version de vous-même. Demandez-vous, à chaque moment clé de la journée, qu'est-ce qu'un véritable stoïcien ferait à ma place? Un véritable stoïcien ne réagit pas avec colère lorsqu'on l'insulte. Il garde son calme et répond intelligemment ou ignore simplement la provocation. Un véritable stoïcien ne gaspille pas son argent en futilité pour impressionner les autres. Il utilise ses ressources avec sagesse, investit dans sa croissance, dans son indépendance. Un véritable stoïcien ne permet pas à ses émotions de le dominer. Il ne laisse pas la peur le paralyser, la colère le pousser à faire des bêtises, la paresse lui voler son temps. Vous avez deux options. Continuez à vivre comme si personne ne vous regardait, justifiant chaque erreur, agissant sans contrôle, ou imaginez que chaque pas que vous faites est observé par quelqu'un qui exige le meilleur de vous. Pas comme une punition, mais comme une norme. Le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et pour le gagner, vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui le mérite. Pas quand cela vous convient, pas quand vous vous sentez bien, mais toujours. À partir d'aujourd'hui, vivez comme si vous étiez sous le regard d'un sage. Et quand viendra le moment d'évaluer votre vie, assurez-vous que la réponse ne soit pas la honte. 5. En te levant, rappelle-toi que rien ne t'appartient vraiment. Lève-toi, regarde autour de toi, ta maison, tes vêtements, ton argent, même les personnes que tu aimes. Rien de tout cela n'est vraiment à toi. Tout ce que tu as est emprunté au temps, et à tout moment, on peut te le reprendre. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer, mais plus tôt tu l'accepteras, plus fort tu seras. Le problème de croire que quelque chose t'appartient est que tu deviens faible par peur de le perdre. Tu t'accroches, tu t'obsèdes, et quand tu le perds, parce que tôt ou tard tu le feras, la douleur te déchire. Mais si chaque matin tu te rappelles que rien n'est permanent, tu cesses d'avoir peur. Et quand tu cesses d'avoir peur, tu te libères. Les stoïciens le pratiquaient tous les jours. Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Mais pas comme une idée déprimante, mais comme un rappel brutal que chaque possession, chaque relation, chaque moment est temporaire. Tu ne possèdes rien, pas même ton propre corps. Alors, au lieu de t'accrocher, tu apprends à vivre avec gratitude et sans peur. Pense à l'argent. Les gens vivent désespérément pour l'accumuler, pour le protéger, comme si le chiffre sur leur compte en banque définissait leur valeur. Mais l'argent va et vient. Il peut disparaître du jour au lendemain à cause d'une crise, d'un accident, d'une mauvaise décision. Si tu comprends qu'il n'a jamais vraiment été à toi, tu apprends à l'utiliser intelligemment au lieu d'être son esclave. Pense aux relations. Les gens entrent et sortent de ta vie.
Certains amis s'éloignent, certains couples se séparent, certains membres de la famille meurent. Si tu t'accroches en croyant qu'ils seront toujours là, le coup sera brutal quand ils partiront. Mais si dès le début, tu acceptes que tout est éphémère, tu cesses de souffrir pour l'inévitable et tu commences à apprécier ce que tu as dans le présent sans peur de l'avenir. Pense à ton corps, à ta santé. Un jour, tu seras vieux, plus faible, plus lent. Peu importe combien d'entraînements tu fais, combien de régimes tu suis, le temps continue d'avancer. Cela signifie-t-il que tu dois abandonner? Non. Cela signifie que tu dois profiter de chaque seconde où tu as de la force, de la discipline et de la clarté mentale. Rien ne t'appartient. Tout ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. As-tu peur? Bien, utilise-le comme carburant. Au lieu de vivre avec la peur de perdre, vis avec intensité et objectif. Utilise l'argent pour des choses qui comptent vraiment. Aime les gens sans t'obséder à les retenir. Entraîne ton corps parce que tu le peux, non pas parce que tu crois qu'il sera toujours le même. Si tu comprends cela, le monde ne pourra plus te contrôler. Et celui qui n'est contrôlé par rien est véritablement libre. 6. Fais une tâche désagréable comme si tu étais un moine accomplissant un rituel. La plupart des gens font le strict minimum pour éviter l'inconfort. Ils fuient les désagréments, repoussent ce qui est difficile, se plaignent à la moindre effort. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la discipline ne naît pas du désir, mais de la maîtrise. Et la maîtrise se forge dans la friction, dans la répétition, dans la capacité à faire ce qui doit être fait, qu'on se sente bien ou non. C'est là qu'intervient la mentalité stoïcienne. Transforme l'agréable en une pratique de contrôle, en un test de caractère. Au lieu de voir les tâches désagréables comme une punition, transforme-les en un entraînement, en un rituel qui façonne ta force mentale. Pense à un moine. Il ne se lève pas à l'aube parce qu'il en a envie, il ne médite pas pendant des heures parce qu'il aime ça, il ne jeûne pas parce qu'il aime avoir faim. Il le fait parce qu'il comprend que chacune de ses actions fait partie d'un processus plus grand. Un rite qui renforce son esprit et le distance des impulsions faibles du corps et de l'esprit. C'est ainsi que tu dois affronter chaque tâche désagréable dans ta vie. Tu dois te lever tôt, ne le fais pas en te plaignant, fais-le avec un but, comme si c'était un rituel sacré. Ouvre les yeux, lève-toi sans hésiter, sens le contrôle absolu sur ton corps et ton esprit. Tu dois faire de l'exercice quand tu n'en as pas envie. Ne pense pas à savoir si tu aimes ça ou non. Pense que chaque répétition, chaque goutte de sueur est un test de ta autodiscipline. Comme un moine en formation, chaque effort est une offrande à la maîtrise de soi. Tu dois travailler sur quelque chose de fastidieux. Ne le fais pas comme une victime qui traîne les pieds. Fais-le avec la présence de quelqu'un qui comprend que chaque action compte. Que chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, fait partie d'un système de contrôle de soi. Les faibles voient les tâches désagréables comme des punitions. Les forts les voient comme des entraînements. Et voici le secret. Si tu adoptes cette mentalité, ce qui semblait insupportable devient normal. Mieux encore, cela devient une source de fierté. Parce que tandis que les autres évitent la difficulté, tu l'affrontes avec le calme et la détermination d'un guerrier entraîné. Cette méthode n'est pas symbolique, elle est pratique. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, au lieu de résister, plonge-toi entièrement dedans. Comme si tu étais un moine accomplissant un rite de discipline et de force. Ne pense pas à savoir si c'est agréable ou non. Pense que c'est une opportunité pour te retenir. Les stoïciens comprenaient que le véritable contrôle n'est pas gagné lorsque tout est facile, mais lorsque tu peux regarder la difficulté dans les yeux et faire ce qui doit être fait sans hésiter. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une tâche désagréable, ne fuis pas, ne te plains pas. Assumez avec la mentalité de quelqu'un qui ne se plie pas à l'inconfort. Fais de chaque effort un rituel. Et quand les autres chercheront des excuses, tu seras trop occupé à renforcer ton caractère. 7. Fais comme si aujourd'hui était ton dernier jour de vie et observe comment tes décisions changent. Chaque jour qui passe est un jour de moins sur l'horloge de la vie.
Il n'y a pas de deuxième chance, pas de rediffusion, pas de garantie sur le temps qu'il reste. Pourtant, la plupart agissent comme s'ils étaient immortels, comme s'il y avait toujours un lendemain pour faire ce qui compte vraiment. Ils continuent à repousser les décisions, à accumuler des regrets et à perdre du temps en futilité sans sens. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée dépressive, mais comme l'outil le plus puissant pour prendre le contrôle de sa vie. Rien ne renforce plus l'esprit que d'accepter la réalité de la mort et de l'utiliser comme carburant. Car lorsque la mort cesse d'être un concept lointain et devient une certitude tangible, toutes les distractions disparaissent. La fierté devient insignifiante, les rancunes perdent de leur poids, la procrastination cesse d'être une option. En vivant avec la conscience que chaque jour peut être le dernier, les excuses sont éliminées. Il n'y a pas de place pour des plaintes absurdes, ni pour des drames sans sens. L'esprit se concentre sur ce qui vaut vraiment la peine, avancer, apprendre, renforcer le caractère, faire ce qu'il faut faire sans attendre un moment parfait. L'urgence de vivre remplace le confort de la paresse. La plupart se noient dans des soucis inutiles, accordant de l'importance à des choses qui n'ajoutent rien. Ils sont paralysés par la peur, distraits par des problèmes insignifiants, consumés par des rancunes qui ne mènent nulle part. Mais celui qui comprend la brièveté de la vie agit avec détermination. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne se laisse pas emporter par des émotions faibles. Il ne gaspille pas d'opportunités. Vivre avec l'idée que ce pourrait être le dernier jour transforme chaque décision. On cesse d'attendre l'approbation des autres. On cesse d'avoir peur de l'échec. On abandonne le désir de se conformer à des normes vides. La vie est vécue avec intensité, avec direction, avec un but. Memento mori n'est pas seulement une phrase, c'est un principe qui filtre ce qui est inutile et renforce ce qui compte. Celui qui le pratique ne perd pas de temps en plaintes ni en excuses. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Il ne repousse pas ce qu'il doit faire. Il vit avec la clarté que chaque seconde compte et agit en conséquence. Le temps ne prévient pas quand il se termine. La différence entre ceux qui laissent une empreinte et ceux qui disparaissent sans laisser de traces réside dans qui comprend cette vérité et l'utilise à son avantage. 8. Dors sur le sol. Une nuit pour te rappeler que tu peux t'adapter à tout. Le confort est un piège. Plus on en profite, plus la vie sans lui devient difficile. Le confort ramollit le corps, affaiblit l'esprit et érode le caractère. Celui qui n'a connu que la chaleur d'un lit et la sécurité d'une routine sans surprise devient esclave de la peur de l'inconfort. Les stoïciens comprenaient que la seule façon d'être vraiment fort était de s'exposer à l'adversité avant que la vie ne l'impose. Ils n'attendaient pas la pénurie pour apprendre à vivre avec peu, ni la crise pour entraîner la résistance. Ils pratiquaient la dureté, volontairement, pour que lorsque le véritable coup arrive, ils ne soient pas trouvés faibles. Dormir sur le sol une nuit n'est pas un sacrifice, c'est un entraînement. Le corps protestera. Il ressentira la dureté du sol, le manque d'abri, le choc contre l'absence de confort. L'esprit s'excusera, essaiera de convaincre qu'il n'y a pas besoin de le faire, que le lit est là, disponible, en attente. Mais c'est précisément ce test qui forge le caractère. Résister à l'envie de céder est le véritable exercice. La capacité d'adaptation est ce qui sépare les forts des fragiles. Celui qui dépend du confort, du luxe, de la routine établie, vit dans la peur de le perdre. Mais celui qui sait qu'il peut dormir sur le sol et se lever le lendemain avec la même détermination comprend que la véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'esprit. Dans un monde où tout le monde cherche à éviter le moindre malaise, être capable de supporter l'inconfort sans se briser est un avantage brutal. Rien dans cette vie n'est garanti, ni la stabilité économique, ni la sécurité d'un foyer, ni la certitude de l'avenir. Celui qui n'est pas préparé à perdre ce qu'il a vit avec l'anxiété que tout peut s'effondrer à tout moment. En revanche, celui qui a appris à supporter la dureté de l'essentiel marche sans peur.
Cet exercice n'est pas symbolique, c'est un véritable test. Dormir sur le sol une nuit signifie sortir de la bulle de confort, observer la réaction du corps, affronter la résistance de l'esprit et prendre le contrôle. Le lendemain, après l'avoir surmonté, le changement est évident. L'esprit se tient, la dépendance au confort se réduit et la confiance en sa propre résistance se renforce. Il ne s'agit pas de se priver pour souffrir, il s'agit d'entraîner la capacité d'adaptation, de rompre la dépendance au confort, de s'assurer que rien dans ce monde n'a le pouvoir d'affaiblir la volonté. La force naît dans l'inconfort, et seul celui qui le maîtrise peut se déplacer dans la vie avec une véritable liberté. 9. Écris une lettre d'adieu à ta version actuelle et lis-la dans un an. La personne que tu es aujourd'hui ne devrait pas être la même dans un an. Rester le même signifie que tu as stagné, que tu as gaspillé 365 jours en excuses et en manque d'action. L'évolution n'est pas optionnelle. Soit tu avances, soit tu restes en arrière, regardant comment les autres prennent le contrôle pendant que tu restes coincé dans les mêmes cycles de toujours. Écrire une lettre d'adieu à ta version actuelle n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est un acte de clôture, une coupure définitive avec la médiocrité, avec les habitudes faibles, avec les routines qui te maintiennent au même endroit. Ce n'est pas un message de nostalgie, mais un adieu sans remords. Prends du papier et un crayon. Écris avec brutalité, sans filtre. Reconnais tes faiblesses, identifie les excuses que tu as utilisées pour justifier ton manque de discipline, souligne les erreurs que tu as répétées encore et encore. Ne sucre pas les choses. Sois impitoyable avec la version de toi qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu laisses derrière toi, mais de ce que tu espères voir à l'avenir. Définis qui tu dois être dans un an. Plus fort, plus sage, plus discipliné, avec de meilleures décisions, avec un contrôle absolu sur ton esprit, ton corps, ton argent. N'écris pas de promesses vides, écris des engagements fermes. Ne rédige pas des souhaits, décris des faits comme s'ils étaient déjà accomplis. Garde la lettre, ne la lis pas avant le temps. Laisse-la dans un endroit où tu ne la verras pas tous les jours, où elle ne deviendra pas un simple rappel sans poids. Un an plus tard, ouvre-la et fais face à la vérité. Là seront les mots que tu as écrits, attendant une réponse claire. As-tu fait ce que tu as dit que tu ferais, ou es-tu toujours le même? Il n'y a rien de plus humiliant que de réaliser que le temps a passé et que tout est resté le même. Il n'y a pas de pire défaite que de constater que les promesses faites à soi-même n'étaient que des mots vides. Mais il n'y a pas non plus de plus grande satisfaction que de lire cette lettre et de voir que tu as tenu, que tu as dépassé qui tu étais, que tu as laissé derrière toi ce qui devait rester dans le passé. Les changements réels ne se produisent pas dans l'esprit, ils se produisent dans les actions quotidiennes. La lettre n'est pas magique, elle ne change rien par elle-même. Ce n'est qu'un miroir qui montre ce que tu étais et ce que tu aurais pu être. La différence est marquée par celui qui ose écrire sans pitié et surtout par celui qui a le courage de faire face à sa propre vérité un an plus tard. Il n'y a aucune raison de rester la même personne. Il n'y a aucune excuse pour arriver à l'avenir avec les mêmes limitations du passé. La transformation est une décision et cette décision commence maintenant. 10. Dépensez de l'argent dans ce que vous ne pouvez ni voir ni toucher. L'argent peut être une arme ou une chaîne. Entre de mauvaises mains, il devient une ancre qui vous enfonce plus profondément dans la médiocrité. Entre les bonnes mains, il se transforme en un outil de pouvoir. La différence ne réside pas dans combien vous gagnez, mais dans la façon dont vous l'utilisez. La plupart des gens reçoivent leur salaire et le dépensent avant même d'avoir eu la chance de le faire travailler à leur avantage. Ils poursuivent l'immédiat, achètent des objets qui seront oubliés dans un coin dans quelques mois, utilisent l'argent comme un pansement émotionnel. Le monde a programmé les gens pour dépenser sans réfléchir. La publicité ne vend pas des produits, elle vend des illusions. La société ne récompense pas l'intelligence financière, elle récompense l'apparence de la richesse. Les réseaux sociaux ont transformé l'ostentation en sport.
Et le résultat est que les gens poursuivent des symboles de succès au lieu de construire un véritable succès. Peu importe combien d'argent passe entre leurs mains, ils finiront toujours de la même façon, pris dans le cycle de gagner et de dépenser sans but. Mais l'argent bien dirigé a le pouvoir de changer une vie. Il ne s'agit pas de l'accumuler de manière obsessionnelle, ni de vivre dans la peur de le dépenser. Il s'agit de l'utiliser dans ce que l'on ne peut ni voir ni toucher, dans ce qui ne disparaît pas avec le temps, dans ce qui construit une version de vous-même plus forte, plus capable et plus libre. Dépensez dans la connaissance. Un livre, un cours, un mentorat. Il n'y a pas d'investissement plus puissant que celui que l'on fait dans l'esprit. La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui stagne réside presque toujours dans ce qu'ils savent. Alors que certains dépensent dans des plaisirs éphémères, d'autres investissent dans des informations qui leur ouvriront plus de portes à l'avenir. Dépensez dans les expériences. Quelque chose qui défie votre esprit et votre corps. Quelque chose qui vous sort de la routine. Les objets perdent de la valeur avec le temps, mais une expérience bien choisie peut redéfinir qui vous êtes. Un voyage, une compétition, un défi personnel, n'importe quoi qui vous fait sortir de votre bulle. Dépensez dans votre avenir, investissez dans ce qui vous donnera plus d'options, plus de liberté. Apprenez à faire travailler l'argent pour vous, au lieu de passer toute votre vie à travailler pour lui. La plupart des gens restent pris dans le cycle de survie mois après mois, mais ceux qui maîtrisent cela construisent une réalité où ils ne dépendent de personne. Le respect ne se gagne pas avec des biens matériels. Il se gagne avec la capacité de contrôler son propre destin. Celui qui sait gérer son argent intelligemment ne sera jamais un esclave du système. Il ne sera jamais obligé de vendre son temps au plus offrant. Dépensez dans ce que vous ne pouvez ni voir ni toucher, car c'est là que se trouve le véritable pouvoir. La différence entre celui qui a le contrôle sur sa vie et celui qui ne l'a pas réside dans la façon dont il utilise son argent. Et celui qui maîtrise son argent maîtrise son destin. Introduction. La plupart des gens vivent aveuglément dans un monde d'apparence. Ils croient ce qu'on leur dit, tombent dans des pièges émotionnels et confondent de fausses intentions avec l'authenticité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont constamment manipulés, influencés et, dans le pire des cas, utilisés. Mais savez-vous ce qui distingue ceux qui dominent la vie de ceux qui sont dominés? Leur capacité à lire et à comprendre les gens instantanément. Car même si quelqu'un peut mentir avec ses mots, son corps, son ton de voix et ses micro-expressions le trahissent. Peu importe la qualité de sa performance, il y aura toujours quelque chose qui révélera sa véritable nature. Et si vous êtes assez perspicace, vous apprendrez à voir ce que les autres ne voient pas. Vous comprendrez ce qu'ils ressentent vraiment, même lorsqu'ils essaient. Ce n'est pas seulement une compétence utile, c'est un outil de survie. Si vous ne pouvez pas lire les gens, vous finirez par tomber dans leur jeu, à réagir impulsivement et à commettre des erreurs qui vous coûteront cher. Mais si vous apprenez à observer, à interpréter et à agir intelligemment, vous aurez un avantage sur 99%. Aujourd'hui, je vais vous donner les outils pour développer cette compétence. Je vais vous montrer comment déchiffrer les véritables intentions de quelqu'un, détecter les manipulations et projeter de la confiance dans n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, il s'agit de lire la réalité avec clarté. Alors, faites attention, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous interagissez avec le monde. Action 1. Apprendre à reconnaître les émotions déguisées. Les gens mentent, tout le temps, pas seulement avec des mots, mais aussi avec des expressions, des gestes, des silences et des changements subtils dans leur ton de voix. Nous vivons dans un monde où la majorité cache ce qu'elle ressent vraiment, que ce soit par peur, honte ou commodité. Certains le font parce qu'ils ne veulent pas se montrer vulnérables, d'autres parce qu'ils cherchent à manipuler, et quelques-uns parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Mais si tu apprends à voir au-delà des apparences, si tu entraînes ta capacité à détecter les émotions déguisées,
tu vas développer un énorme avantage sur les autres. Parce que pendant que les autres tombent dans des pièges émotionnels, tu liras la vérité qui se cache derrière chaque regard, chaque sourire forcé, chaque mot soigneusement choisi pour tromper. Et voici la clé. Les émotions réelles laissent toujours une trace. Tu peux déguiser une émotion, mais tu ne peux pas la faire disparaître complètement. Si quelqu'un dit qu'il va bien mais que sa bouche est tendue, sa mâchoire serrée et son regard évite le tien, il ne va pas bien. Si quelqu'un assure qu'il est calme, mais que sa respiration est irrégulière, ses mains tremblent et sa voix se brise au moment clé, il retient quelque chose. Les émotions déguisées sont comme un feu couvert par une couverture. Aussi fort qu'ils essaient de les cacher, les cendres, la fumée et la chaleur continueront à s'échapper. Et le problème est que la plupart des gens sont si distraits, si pris dans leur propre monde, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement devant leurs yeux. C'est ainsi qu'ils finissent entourés de personnes fausses, tombant dans des relations toxiques et faisant confiance à ceux qui ne le méritent pas. Mais tu ne peux pas te permettre cela. Si tu veux vraiment comprendre les gens, tu dois t'entraîner à lire ce qui n'est pas dit. Tu dois observer au-delà de la surface et capter les petits détails qui trahissent quelqu'un. Et ce n'est pas une question d'intuition, de magie ou d'un sixième sens. C'est simplement de l'attention et de l'observation. Quand tu parles à quelqu'un, fais attention à la congruence entre ses mots et ses gestes. Dit-il qu'il est heureux, mais ses lèvres se courbent à peine et son rire sonne vide, il n'est pas heureux. Te dit-il qu'il ne se soucie pas de quelque chose, mais son corps est rigide et sa respiration s'accélère? Il ment. Te dit-il que tout va bien, mais ses épaules sont tombantes et son ton de voix est plat? Il est épuisé émotionnellement. Le langage corporel ne ment pas. Le problème est que la plupart des gens ne prennent pas le temps de voir ces détails. Et si tu ne les vois pas, tu deviens vulnérable. Tu deviens le genre de personne qui croit en de jolis mots et en des promesses vides. Celui qui est surpris quand quelqu'un le trahit. Celui qui se laisse tromper par des discours bien répétés. Mais si tu développes la capacité de voir la vérité derrière les mots, tu ne seras jamais trompé. Entraîne ta perception. N'écoute pas seulement ce que les gens disent. Observe comment ils le disent. Regarde les changements sur leur visage, les poses inconfortables, la tension dans leur mâchoire, la façon dont leurs mains bougent quand ils parlent. Quand quelqu'un ment ou cache quelque chose, son corps le trahit. Cela ne signifie pas que tu dois devenir paranoïaque, ni que tu dois remettre tout le monde en question. Cela signifie que tu dois être conscient de la réalité. Les gens cachent des choses, et si tu n'apprends pas à le voir, tôt ou tard, tu paieras le prix. Alors à partir de maintenant, arrête de prendre tout au pied de la lettre. Ouvre les yeux, fais attention, regarde au-delà de l'évidence. Parce que ceux qui développent cette compétence non seulement évitent d'être trompés, mais commencent aussi à voir le monde tel qu'il est. Et quand tu vois la vérité, tu prends de meilleures décisions. Parce que celui qui sait lire les émotions déguisées sait exactement à qui il a affaire. Action 2. Observez comment leur réaction change sous pression. Le véritable caractère d'une personne ne se voit pas quand tout est calme, mais quand la pression commence à étouffer. N'importe qui peut trouver sécurité, stabilité et même gentillesse lorsque les circonstances lui sont favorables. Mais dès que le stress apparaît, les masques se fissurent et la vérité s'infiltre par les fissures. Sous pression, les gens perdent le contrôle de leurs réponses répétées et montrent leur véritable essence. Ils s'agitent, hésitent, balbutient ou explosent. Certains s'accrochent à des excuses, d'autres déchargent leur frustration sur les autres, tandis que certains s'effondrent à la première difficulté. Lorsque l'environnement n'est plus favorable, chaque personne réagit en fonction de ce qu'elle est vraiment. La plus grande erreur est de juger les autres sur la façon dont ils agissent dans leurs meilleurs jours. Les gens confondent la courtoisie avec la bonté, le calme avec la force, la confiance avec la stabilité émotionnelle. Mais rien de tout cela n'est réel, jusqu'à ce que la pression les mette à l'épreuve. Lorsqu'une personne qui se vante de patience s'irrite pour le moindre désagrément, elle démontre que sa patience n'a jamais été authentique. Elle était simplement dans une situation confortable.
Lorsqu'une personne qui semble sûre d'elle commence à transpirer, à éviter le contact visuel et à perdre de l'assurance dans sa voix, il est évident que sa confiance était un masque. Lorsqu'une personne qui feint la générosité devient indifférente quand vous ne lui êtes plus utile, elle révèle sa véritable nature. Les réactions sous pression sont la façon la plus précise d'identifier l'authenticité de quelqu'un. La tension est une loupe qui expose chaque faiblesse cachée, chaque mensonge déguisé en vertu. Dans ces moments, il n'y a pas de temps pour agir, seulement pour réagir. Et c'est là que la vérité se montre sans filtre. La maîtrise de cette observation ne consiste pas à provoquer du stress chez les autres, mais à apprendre à détecter comment ils se comportent lorsque la vie le fait pour vous. En temps de crise, certains s'élèvent et d'autres s'enfoncent. Certains s'adaptent et d'autres s'effondrent. Certains assument leurs responsabilités et d'autres cherchent des coupables. La façon dont quelqu'un gère ses erreurs est le reflet de sa maturité. Ceux qui assument la responsabilité et cherchent à apprendre grandissent à chaque faux pas, tandis que ceux qui s'excusent et blâment les autres continuent à répéter les mêmes échecs. La frustration fait de certains de meilleurs stratèges et d'autres des versions pathétiques d'eux-mêmes. Les crises révèlent le véritable niveau de maîtrise de soi. Il y a ceux qui font face aux problèmes avec une clarté mentale et ceux qui perdent les pédales face à la moindre difficulté. Il y a ceux qui maintiennent le respect envers les autres, quelle que soit la pression. Et il y a ceux qui ont besoin de décharger leur frustration sur les autres pour se sentir mieux. Le véritable respect ne se démontre pas en temps de paix, mais dans les moments de plus grande tension. Il y a ceux qui prétendent être gentils quand tout va bien, mais qui laissent sortir leur véritable arrogance quand ils sont frustrés. Il y a ceux qui sont généreux quand ils ont de quoi, mais qui deviennent égoïstes dès qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre quelque chose. La façon dont quelqu'un gère la confrontation expose également sa force ou sa fragilité. Certains sont capables d'écouter, d'analyser et de répondre intelligemment. D'autres deviennent agressifs, se mettent sur la défensive ou recourent à des attaques personnelles pour couvrir leurs faiblesses. Observer ces détails permet de savoir qui mérite confiance et qui ne fait que jouer un rôle. La plupart des gens n'évaluent les autres que dans des situations confortables, sans se rendre compte que la seule chose qui compte est la façon dont ils agissent lorsque tout se complique. Le véritable caractère se forge dans l'adversité. Ceux qui s'effondrent sous la pression n'ont jamais été forts, ils étaient simplement à l'aise. Ceux qui perdent leur calme à chaque défi ne sont pas stables, ils n'ont simplement jamais été mis à l'épreuve. La vie, à un moment donné, expose tout le monde. Le temps est le meilleur juge et les circonstances difficiles sont le seul examen que personne ne peut truquer. Lorsque la pression arrive, chacun montre ce qu'il est vraiment. Ceux qui comprennent cela ne se laisseront jamais tromper. Ceux qui ne le comprennent pas finissent entourés de personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Action 3. Capter les changements subtils dans son expression faciale. Le visage d'une personne est un livre ouvert pour celui qui sait le lire. La plupart croient pouvoir cacher ce qu'ils ressentent avec des mots bien choisis et un ton de voix contrôlé. Mais le visage laisse toujours échapper la vérité. Chaque petite contraction musculaire, chaque léger changement de regard, chaque geste éphémère est un indice sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Le problème est que presque personne ne prête attention. Les gens écoutent ce qu'on leur dit, mais ils n'observent pas comment on le leur dit. Ils ignorent les détails qui révèlent l'inconfort, la peur, le mépris ou l'intérêt véritable. Et c'est là qu'ils deviennent vulnérables. Le visage humain est incapable de cacher complètement les émotions car elles se produisent à un niveau instinctif. Lorsqu'une personne ressent de la colère, de la frustration, de la surprise ou de l'insécurité, son cerveau le traite en millisecondes et avant qu'elle puisse le contrôler, son visage l'a déjà reflété. On appelle cela des micro-expressions. Les micro-expressions sont des réponses automatiques et involontaires qui durent des fractions de secondes, trop rapides pour être falsifiées. Même si quelqu'un essaie de cacher sa réaction, même s'il sait mentir avec des mots,
son visage montrera toujours l'émotion réelle avant qu'il puisse la réprimer. Un léger froncement de sourcils avant de répondre calmement indique de la colère ou de l'agacement réprimé. Un bref soulèvement d'un sourcil alors que quelqu'un prétend être d'accord est un signe de scepticisme ou d'incrédulité. Un sourire qui apparaît et disparaît trop rapidement n'est pas un sourire authentique, mais une réponse mécanique sans émotion réelle. Un regard qui se retient un instant avant de s'adoucir indique que la personne a ressenti de la colère, mais l'a cachée. Ces détails se produisent en moins d'une seconde, mais ils sont incontrôlables. Le visage agit avant que l'esprit ait le temps de dissimuler. Ceux qui maîtrisent la lecture des expressions faciales ont un énorme avantage sur les autres. Ils peuvent détecter les mensonges, identifier les émotions cachées et lire la véritable intention d'une personne sans avoir à lui poser de questions. Alors que les autres se contentent de ce qui est dit, ils voient ce qui est réellement ressenti. Apprendre à lire ces changements subtils nécessite de la pratique. Il ne s'agit pas d'analyser chaque petit mouvement d'un visage, mais de développer une observation aiguisée et rapide. Les personnes qui sont trop évidentes dans leur analyse deviennent mal à l'aise, mais celles qui savent le faire naturellement parviennent à extraire des informations sans que personne ne le remarque. Les yeux sont un autre outil de lecture infaillible. Un regard qui dévie au moment précis où quelqu'un répond à une question est un signe d'évasion. Un clignement des yeux plus lent que la normale peut indiquer que quelqu'un est en train de préparer un mensonge avant de le dire. Une dilatation soudaine des pupilles peut signifier de l'intérêt ou de l'excitation, tandis qu'un durcissement de l'expression peut révéler une émotion négative réprimée. Le secret pour capter ces détails n'est pas de se concentrer trop sur une seule expression, mais sur l'ensemble du comportement. Une personne peut détourner le regard pour de nombreuses raisons. Mais si elle le fait juste après qu'on lui a posé une question inconfortable et qu'en plus elle croise les bras et que son ton de voix devient plus sec, alors il y a quelque chose qu'elle ne veut pas révéler. La clé est de combiner l'observation du visage avec le langage corporel et le ton de voix. Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas contrarié, mais si sa mâchoire est tendue et que ses lèvres sont serrées avec force, la vérité est autre. Il peut affirmer qu'il n'a pas peur, mais si sa peau pâlit légèrement et que ses narines se dilatent, son corps a déjà donné la véritable réponse. Les personnes qui ignorent ces signaux deviennent des cibles faciles. Ils font confiance à n'importe qui, croient aux discours bien répétés et finissent entourés de fausseté. Mais ceux qui apprennent à voir au-delà de la surface peuvent comprendre ce qui se passe réellement, même quand personne ne le dit à haute voix. Action 4. Évalue comment il traite les autres. Le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à la façon dont elle te traite, mais à la façon dont elle traite ceux dont elle n'a besoin de rien. N'importe qui peut feindre la courtoisie lorsqu'il obtient un avantage, mais dès qu'il n'y a rien à gagner, l'essence réelle se manifeste. Quelqu'un qui est gentil seulement avec des personnes influentes ou avec celles qui lui sont utiles n'est pas gentil. Il est opportuniste. La courtoisie et le respect qu'il montre en surface ne sont qu'une stratégie pour manipuler l'environnement à son avantage. Mais il suffit d'observer comment il interagit avec les autres lorsqu'il n'y a pas de pression sociale pour que tout soit mis en évidence. La façon dont une personne traite les serveurs, les employés, les inconnus ou ceux qui ne peuvent pas se défendre est une fenêtre directe sur sa véritable nature. Si quelqu'un se sent le droit d'humilier, de minimiser ou d'ignorer les autres simplement parce qu'ils sont dans une position de moindre pouvoir, c'est parce qu'au fond, il a toujours été ainsi. La seule différence est que, lorsqu'il est avec toi, il a encore des raisons de se retenir. Ce type de personnes sont dangereuses car elles jouent un double jeu. Elles sont charmantes avec ceux qui peuvent leur offrir quelque chose, mais froides ou cruelles avec ceux qu'elles considèrent comme inférieurs. Aujourd'hui, elles peuvent te traiter bien, mais le jour où tu ne leur seras plus utile, elles te regarderont avec la même indifférence avec laquelle elles regardent ceux qu'elles méprisent maintenant. Observer ces signes permet de détecter à temps les personnes égoïstes, arrogantes ou hypocrites.
Peu importe à quel point tu traites bien quelqu'un aujourd'hui, si son traitement envers les autres est impitoyable, ce n'est qu'une question de temps avant que tu te retrouves au même endroit. Mais cette observation ne révèle pas seulement le négatif. Elle permet également d'identifier ceux qui sont authentiques dans leur respect et leurs valeurs. Les personnes vraiment intègres ne font pas de distinction entre quelqu'un d'influent et quelqu'un d'inconnu. Leur caractère est le même dans toutes les situations. Les leaders naturels n'humilient pas ceux qui sont en dessous d'eux, ils les inspirent. La véritable force ne se montre pas en s'imposant sur les autres, mais en les élevant sans craindre qu'ils grandissent. Seuls les insécurisés ont besoin de faire sentir les autres petits pour se sentir grands. La façon dont quelqu'un traite son environnement révèle également son niveau de contrôle émotionnel. Les impulsifs se déchargent sur quiconque est à proximité lorsqu'ils sont frustrés. Les arrogants méprisent ceux qu'ils considèrent comme faibles et les manipulateurs ajustent leur attitude en fonction de qui les observe. Rien de tout cela n'arrive par accident. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction est une décision. Il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un traite mal les autres de manière récurrente, c'est parce que c'est sa véritable essence. Celui qui comprend ce principe cesse d'être naïf. Il ne tombe plus dans le piège de croire qu'une personne est bonne simplement parce qu'elle le traite bien. Il apprend à lire le panorama complet et ce faisant, se protège des tromperies inutiles. La vie est trop courte pour s'entourer de ceux qui ne valorisent les gens qu'en fonction de ce qu'ils peuvent obtenir d'eux. Observer comment quelqu'un traite les autres permet d'anticiper avec précision quel type de personne il est et s'il vaut la peine de le garder près de soi. Action 5. Utilisez l'effet miroir. Les gens ont confiance en ceux qui leur ressemblent. C'est un principe psychologique simple mais puissant. Lorsqu'une personne perçoit que sa façon de parler, son langage corporel ou son énergie sont reflétés dans une autre personne, elle ressent une connexion instantanée, même sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, et le maîtriser vous donne la capacité d'influencer les interactions sans effort. La plupart des gens le font de manière inconsciente. Des amis qui ont passé des années ensemble finissent par adopter des expressions similaires. Les couples qui se comprennent parfaitement synchronisent leurs gestes et leur ton de voix sans le planifier. Le cerveau humain associe la similitude à la confiance. Mais la différence entre ceux qui utilisent ce principe naturellement et ceux qui le maîtrisent consciemment est abyssale. Celui qui comprend l'effet miroir peut générer de l'empathie avec n'importe qui, briser les barrières sociales et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise sans qu'ils soupçonnent qu'ils sont influencés. Le reflet subtil du langage corporel est la façon la plus efficace d'appliquer cette technique. Lorsqu'une personne croise les bras, incline la tête ou change de posture, imiter ce mouvement naturellement crée un sentiment de connexion immédiate. Mais la clé est de le faire subtilement. Copier de manière évidente semble forcé et provoque le rejet. Cela doit être quelque chose de progressif, naturel, comme si le rythme de la conversation vous guidait. Le ton de la voix et le rythme de la parole jouent également un rôle crucial. Si quelqu'un parle vite et avec énergie, répondre avec la même intensité maintient le flux naturel de la conversation. Si quelqu'un utilise un ton posé et réfléchi, répondre de la même manière renforce le sentiment de compréhension mutuelle. Ce principe est particulièrement utile dans les négociations, les entretiens ou toute situation où la confiance est clé. Lorsqu'une personne sent qu'elle parle à quelqu'un qui la comprend, elle baisse la garde, se détend et est plus susceptible d'être ouverte et honnête. Mais l'effet miroir ne concerne pas seulement la synchronisation du langage corporel et de la voix. Il implique également de comprendre l'état émotionnel de l'autre personne et de le refléter intelligemment. Si quelqu'un est frustré, répondre calmement plutôt qu'agressivement aide à équilibrer l'interaction. Si quelqu'un est excité, répondre avec enthousiasme renforce la connexion. Il ne s'agit pas de manipuler mais de comprendre et de s'adapter. L'erreur de beaucoup de gens est d'imposer leur propre rythme et énergie sans tenir compte de l'état mental de l'autre. Cela crée des barrières inutiles. Celui qui maîtrise l'effet miroir s'adapte,
cool et faites en sorte que toute conversation se sente naturelle et confortable. Pour appliquer cette technique efficacement, il est important de développer l'observation. Prêtez attention à la posture de l'autre personne, à son ton de voix, à son niveau d'énergie. Si quelqu'un est détendu et parle lentement, imitez ce rythme pour créer une atmosphère de confiance. Si quelqu'un est enthousiaste et énergique, reflétez son énergie pour maintenir le dynamisme de la conversation. Il est également utile de pratiquer avec de petites interactions quotidiennes. Dans les conversations de tous les jours, remarquez comment les gens réagissent lorsque vous reflétez inconsciemment leur langage corporel. Avec le temps, cette compétence devient naturelle et cesse de se sentir comme un effort conscient. Ceux qui ne comprennent pas ce principe ont tendance à créer de la résistance sans s'en rendre compte. Ce sont ceux qui parlent trop vite à quelqu'un qui a besoin de temps pour traiter l'information. Ce sont ceux qui maintiennent une posture fermée lorsque l'autre personne cherche l'ouverture. Ce sont ceux qui forcent une attitude dominante lorsque la situation exige de la patience. La déconnexion se produit lorsque l'on ignore l'accord de l'autre. L'effet miroir n'est pas seulement une technique, mais un outil pour améliorer la qualité de toute interaction. Le comprendre et l'appliquer intelligemment permet de créer des liens plus solides, de faciliter les accords et de faire en sorte que la communication coule naturellement. Savoir se connecter avec les autres à ce niveau n'est pas un tour de passe-passe social. C'est un avantage qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Action 6. Découvrez quand quelqu'un agit ou est authentique. Les gens peuvent mentir avec des mots, ils peuvent déguiser leurs intentions avec des gestes répétés et ils peuvent projeter une image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont vraiment. Mais la vérité, tôt ou tard, se fait toujours jour. Apprendre à distinguer entre quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui joue simplement un rôle est l'une des compétences les plus importantes pour éviter les tromperies, les manipulations et les déceptions. Les signes sont partout, mais la plupart des gens ne les voient pas. Non pas parce qu'ils sont difficiles à détecter, mais parce que les gens choisissent de croire ce qui leur convient. Beaucoup préfèrent accepter un mensonge confortable plutôt que de faire face à une vérité inconfortable. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre les autres doivent s'entraîner à voir au-delà des apparences. Une personne authentique est cohérente dans sa façon d'agir. Son langage corporel, ses mots et ses émotions sont alignés. Elle n'a pas besoin d'exagérer ou de forcer des réactions. Elle ne cherche pas à impressionner quelqu'un parce que ce qu'elle montre est réel. En revanche, celui qui joue un rôle tombe souvent dans des contradictions. Il dit une chose, mais son corps en exprime une autre. Il sourit, mais ses yeux reflètent une tension. Il parle avec assurance, mais ses gestes révèlent un malaise. Ses histoires changent en fonction de l'audience. Son comportement varie en fonction de qui l'observe. Les imposteurs exagèrent, ils feignent l'intérêt, forcent les émotions et surjouent pour faire une impression spécifique. Un rire trop fort, une réaction trop enthousiaste ou un geste de tristesse qui semble calculé sont des signes que quelque chose ne va pas. Celui qui joue un rôle s'efforce trop parce qu'il sait que ce qu'il projette n'est pas naturel. Un autre signe révélateur est l'incohérence dans le temps. Quelqu'un d'authentique n'a pas besoin de se rappeler quelle version de lui-même il a montré hier. Sa façon d'être est la même dans tous les contextes. En revanche, quelqu'un qui feint doit ajuster son histoire constamment. Un jour, il est gentil et attentionné. Un autre jour, il est froid et distant. Sa personnalité change en fonction de ce qui lui convient à ce moment-là. Les personnes authentiques ne cherchent pas désespérément l'approbation. Ils n'ont pas besoin de validation constante ni de s'efforcer de s'intégrer à tout prix. Ils parlent avec honnêteté, même si cela signifie mettre les autres mal à l'aise. Ils ne modifient pas leur discours pour plaire. Leur identité ne dépend pas de l'opinion des autres. Les faux, en revanche, se façonnent en fonction de la situation. Ils disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, changent leur position en fonction du public et ajustent leur moralité en fonction de la commodité. Ils sont experts pour dire la bonne chose, mais leur comportement ne finit jamais par correspondre.
Le langage corporel est un autre indicateur. Lorsqu'une personne est authentique, son expression et sa posture sont naturelles. Soyez à l'aise dans votre propre peau. D'un autre côté, celui qui feint a tendance à montrer des signes de tension. Il rit à des moments étranges, évite le contact visuel dans des situations inconfortables ou gesticule plus que nécessaire pour compenser son insécurité. Il ne s'agit pas de juger tout le monde avec paranoïa, mais d'apprendre à remarquer ces modèles. La vie est pleine de personnes qui ne montrent qu'une façade. Ceux qui font confiance aveuglément à n'importe qui finissent par être entourés de fausseté. La clé est d'observer avec patience. Ne vous laissez pas impressionner par ce que quelqu'un dit en un jour, mais par ce qu'il démontre avec le temps. La vérité apparaît toujours dans les petits détails. Une réaction déplacée, une attitude forcée, une histoire qui ne correspond pas. Détecter qui est réel et qui joue simplement un rôle est un avantage que peu de gens ont. Celui qui développe cette compétence ne sera jamais facilement trompé. Action 7. Maîtriser l'art de lire entre les lignes. La plupart des gens écoutent ce qui est dit en surface, mais ne prêtent pas attention à ce qui est réellement communiqué. Les mots peuvent être soigneusement choisis pour dissimuler des intentions, mais il y a toujours quelque chose de plus profond derrière eux. Celui qui n'apprend pas à lire entre les lignes reste vulnérable face aux manipulateurs, aux tromperies et aux demi-vérités. Tout le monde ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Beaucoup cachent leurs véritables intentions derrière des phrases ambiguës, des compliments empoisonnés ou des excuses conçues pour dissimuler la réalité. Mais les mots laissent toujours des traces. Dans la façon dont quelqu'un parle, dans ce qu'il omet, dans sa réaction à certains sujets, c'est là que se trouve la vérité que la plupart ne voient pas. Lire entre les lignes ne signifie pas interpréter ce que vous voulez croire, mais analyser avec précision ce que quelqu'un transmet réellement. Ne vous contentez pas des mots, prêtez attention à l'intention derrière eux. Les personnes qui maîtrisent cet art prêtent attention aux pauses, aux changements de ton de voix, à la manière dont quelqu'un évite certains sujets ou répond par des phrases génériques quand il devrait être direct. Ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est dit. Quand quelqu'un change soudainement de sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas discuter. Quand il donne des réponses vagues ou peu engageantes, c'est parce qu'il veut éviter une vérité inconfortable. Quand il utilise des mots compliqués et ornés, il essaie souvent de dissimuler un mensonge. Les réponses trop parfaites sont souvent un signe que quelque chose est caché. Apprendre à lire entre les lignes est un avantage dans tous les domaines de la vie. Des conversations décontractées aux négociations importantes, comprendre ce qui est réellement communiqué vous permet de prendre de meilleures décisions et de ne pas tomber dans des pièges émotionnels. Mais il ne s'agit pas seulement de détecter les mensonges ou les tromperies, mais aussi de comprendre ce dont les autres ont réellement besoin. Beaucoup de personnes ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles veulent, mais leurs mots, leurs gestes et leur silence le rendent clair. Quelqu'un peut dire qu'il va bien quand son ton de voix et son langage corporel indiquent le contraire. Il peut nier qu'il est dérangé par quelque chose, mais sa façon d'agir reflète son inconfort. Celui qui maîtrise cette compétence ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il écoute attentivement, observe avec patience et analyse avant de réagir. Il ne se laisse pas tromper par de belles paroles, ni manipuler par des discours calculés. Il comprend que la véritable communication ne réside pas dans ce qui est dit ouvertement, mais dans ce qui est caché derrière. Pour développer cette capacité, il faut prêter attention à 3 éléments clés. Le langage non verbal, la façon dont quelqu'un bouge, maintient sa posture et change ses expressions en dit plus que n'importe quel discours. Si les mots disent une chose, mais que le corps en dit une autre, le corps a toujours raison. Le ton de la voix et les pauses, les gens ont tendance à hésiter ou à éviter certains mots quand ils ne veulent pas révéler quelque chose. Un ton trop contrôlé sur un sujet sensible peut indiquer que quelqu'un a répété sa réponse. Les incohérences dans le message, si une histoire change avec le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas.
Quand quelqu'un parle avec trop de détails inutiles, il essaie souvent de renforcer un mensonge. Ceux qui ne savent pas lire entre les lignes sont facilement trompés. Ils restent avec la version superficielle des faits, croient en des discours bien structurés sans analyser le fond et font confiance à ceux qui savent manipuler avec des mots. Mais ceux qui prêtent attention aux détails, ceux qui analysent ce qui est réellement communiqué, sont ceux qui voient toujours la vérité avant les autres. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est. Celui qui écoute intelligemment, celui qui analyse au-delà de l'évident, celui qui comprend ce qui se passe réellement, aura toujours l'avantage.